Alors, bienvenue sur la chaîne YouTube Moula Causé et sur le blog Moula Causé. Je m'appelle Marianne et cette fois-ci, voulais vous présenter une créatrice liégeoise, Martine Ernaud, qui a créé Blue Indigo. Donc, bienvenue sur la chaîne, Martine. J'espère que tu vas bien. Je vais très bien, merci. Pourrais-tu présenter ta marque et d'où vient le concept Indigo Blue Création, mais c'est pas grave. Voilà, c'est Indigo Blue Création, c'est le nom de la SPRL. Et si on devait donner un nom de marque à certains produits, on appellerait Au-delà des nuages. Mais ça, c'est des choses accessoires. Ce qui est important, c'est d'avoir du plaisir en créant les objets et les produits que je fais et en mettant des gens ensemble, en partageant des savoir-faire. Donc il y a 30 ans que je suis styliste. J'ai la grande chance d'avoir eu un parcours assez atypique et même exceptionnel au niveau des rencontres, au niveau des apprentissages, au niveau des différents lieux de production, au niveau des différents médiums. Donc j'ai travaillé dans le textile mais aussi un peu dans le design. Et donc, ben voilà, en 2004 j'ai lancé une collection avec des producteurs indiens en coton bio parce que j'ai travaillé beaucoup pour une ONG et ça m'a permis de rencontrer vraiment énormément de gens, dont des agriculteurs producteurs de coton. Il faut savoir que je suis fille d'agriculteur et que la nature est un lieu où je me plais beaucoup, même si j'adore Liège et que je suis une citadine. J'ai vraiment beaucoup d'engagement par rapport au respect de la nature. Ensuite, j'ai créé une marque donc entre 2004 et 2011 en teinture végétale, en coton bio et respectueuse de l'environnement. C'était peut-être un pari audacieux. J'ai dû cesser cette marque et j'ai pendant un temps arrêté complètement de travailler dans la mode, mais voilà, j'y suis revenue. J'ai créé Au-delà des nuages et Indigo Blue Création parce que je veux travailler à toute petite échelle et je veux vraiment prendre le temps qu'il faut pour réaliser chacune des choses. Je pense qu'en 2019, notre plus grande crise, c'est la crise temporelle. On n'a plus aucune notion, quand on achète quelque chose, du temps qu'il faut pour le produire. C'est une réflexion qui m'est encore venue après avoir visité les salons de la mode la semaine dernière, parce que je continue à m'informer énormément sur ce qui se passe au niveau de la mode. Et le temps est un facteur qui, il y a encore 10 ans, encore 5 ans, avait sa place dans la réalisation d'un vêtement. Ça veut dire que un dessin, un patronage, une coupe, une production, tous ces éléments entraient en ligne de compte et bien sûr aussi à entrer en ligne de compte la production de la matière première utilisée pour le vêtement. Donc maintenant, ces éléments qui sont en voie de disparition, c'est-à-dire un bon fil, un bon tricot, que je parle pour un t-shirt ou pour un pull, ou bien un bon tissage, une belle coupe et une production finie, c'est-à-dire une production qui a du bien-aller, comme disaient nos mamans. Et bien voilà, c'est quelque chose qui pour moi est en voie de disparition et je me bats un peu contre ce facteur temps qui, je pense, c'est quelque chose qu'on doit retrouver. En plus, bien sûr, du respect de toutes ces personnes qui contribuent à la fabrication d'un vêtement, parce qu'on oublie aussi qu'on n'est pas passé derrière des ordinateurs pour faire des vêtements, mais on est toujours derrière des machines, avec des finitions qui peuvent se faire à la main. Et donc, voilà, je viens aussi d'une famille où la place de la personne a toujours été importante dans et la relation au travail. Et c'est des valeurs que je véhicule depuis toujours dans mon métier. Donc pour toi, les enjeux pour que la mode soit plus responsable humainement et durable environnementalement parlant, ce serait le temps et le facteur humain, donc se rendre compte qu'il y a des personnes derrière les machines. Il y a ces deux facteurs-là et forcément il y a aussi tout l'aspect écologique. Mais quand je parle de cette temporalité, c'est cette importance de
d'avoir au moins conscience du temps qu'il faut pour réaliser quelque chose, que ce soit le projet et que ce soit la production. Parce qu'à force de faire des choses rapidement, toutes les choses sont les mêmes. Il n'y a plus de créativité. Qui dit il n'y a plus de créativité, il n'y a plus d'envie de vendre, il n'y a plus d'envie de consommer. Et donc on produit pour quoi? Pour démolir, pour des surplus. Et il y a une espèce d'égarement dans le chef des concepteurs, que ce soit les grandes chaînes de distribution, elles font toutes la même chose, que ce soit les marques, elles se copient l'une l'autre. J'ai suffisamment travaillé pour beaucoup de marques pour savoir à quel point on regarde d'abord ce que le voisin fait avant de se décider de ce qu'on va faire. Et donc cette espèce d'engrenage de compétition, pour finalement arriver au bout à suivre peut-être des tendances, peut-être pas, mais en tout cas à avoir une espèce d'uniformité en vitrine, avec des temps de production qui sont très réduits et donc une qualité qui n'est pas là. Pour moi, c'est un enjeu qui est irresponsable par rapport à la clientèle qui ne sait plus ce qu'elle achète. C'est justement ce dont on discutait avec Marie Lovenberg, le côté où le client, en fait, quand il va dans un magasin et qu'il se dit « Ah, mais je veux consommer un peu plus responsable », assister dans notre vie quotidienne, mais savoir une transparence au niveau de l'étiquette, c'est assez compliqué de... Oui, c'est assez compliqué parce qu'il y a forcément des enseignes qui s'intéressent de près à qu'est-ce qui pourrait être plus équitable dans notre façon de travailler. Et ils vont peut-être lancer de grandes campagnes marketing pour montrer qu'ils sont plus blancs que blancs, mais ils ne vont pas travailler sur le fond. Certaines sociétés essaient. Moi, j'ai fait des collections pour des grands magasins où quand j'arrivais avec des critères, au début, il y a 20 ans, quand j'arrivais avec des critères sociaux et environnementaux, on riait de moi. Mais 20 ans plus tard, il y a des cahiers de charges qui ont été mis en place grâce à des gens qui se sont battus pour ça au sein de ces entreprises pour améliorer absolument toute la transparence sur la chaîne de production. Ce n'est pas nécessairement communiqué, il faut pas nécessairement, pour connaître, c'est vrai que moi j'ai parfois un regard biaisé parce que je connais beaucoup d'intervenants, je sais comment les maisons travaillent, mais il faut aussi analyser un prix quand on a un produit en main, regarder comment ces sociétés fonctionnent au niveau de leur marketing, essayer de voir si elles sont très répandues au niveau mondial ou au niveau européen. C'est des clés qui peuvent quand même, je pense, un peu aider. Ce matin, je repassais un pantalon d'un de mes fils, et je vois que ce pantalon, il a été acheté à un prix fort dans une belle boutique il y a 1 an et qu'il est complètement foutu. Et je me suis dit, ce matin, ce pantalon, je vais le renvoyer à l'expéditeur en disant, est-ce que vous trouvez normal que le port d'un vêtement ne dure pas plus de 12 mois? J'ai décidé que j'allais le faire. Et je pense qu'il faut avoir cette volonté d'interpeller les gens qui font de la production. Alors, dernière question pour conclure cette interview. Tu as lancé des ateliers de teinture végétale, une initiation à la teinture végétale. Et comment t'est venue l'idée de transmettre en fait toutes ces techniques que tu as apprises? Alors, en fait, c'est transmission, mais c'est aussi partage. Et de nouveau, dans ce partage que j'ai envie de faire, c'est aussi une prise de conscience. Parce qu'en 2004, lorsque j'ai lancé ma collection qui s'appelait Satya en teinture végétale et en coton bio, les gens me regardaient en disant « Ouais, non, c'est pas possible que ce soit de la teinture végétale, ça n'existe pas. » Bon, on est 15 ans plus tard. Et ben voilà, la teinture végétale, elle fait du chemin. J'ai ta première vision la semaine dernière, je l'aurais dit 2 fois. Bien voilà, il y avait réellement un grand intérêt sur une partie du salon pour l'indigo et les différents types de plantes utilisées sur les différents continents pour faire le bleu.
Et donc, l'idée m'est venue de cette transmission parce que je pense que c'est aussi une façon d'arriver à conscientiser le public, que ce soit un public professionnel ou un public de passionnés ou un public vraiment large par rapport à l'histoire de la mode, puisqu'il faut quand même savoir que jusqu'à la guerre 40-45, il y avait encore des lieux où on faisait de la teinture végétale, donc ça c'est une chose. Donc c'est un peu aussi remettre la ligne du temps en place, parce qu'on oublie aussi que ces couleurs qu'on a maintenant sont des couleurs qui encore jusque 1900, j'ai les chiffres dans une présentation, mais je pense que jusque 92-93, il n'y avait aucun critère de contenants chimiques, toxiques ou pas, dans les teintures utilisées. Donc 92-93, c'est hier, hein. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est voilà. Donc il y a toute une évolution au niveau de l'utilisation des couleurs. Donc c'est un point d'ancrage pour pouvoir parler justement de tout ce qui est durable, éthique, au niveau de l'utilisation des couleurs. Mais c'est aussi une façon d'apporter des idées par rapport au fait qu'on peut renouveler un vêtement usagé en travaillant la teinture végétale. Et c'est aussi apprendre la patience et voir toutes ces étapes qui se découpent dans le temps. Et je ne parlerai pas du temps avec autant d'insistance si moi je n'en faisais pas non plus l'expérience. J'ai passé beaucoup de temps derrière les ordinateurs et je dois toujours le faire parce que je ne peux pas vivre de toutes ces créations que je fais. Et on a tellement perdu cette notion du temps que retrouver dans tous ces actes d'attente, devoir filtrer, devoir préparer un pliage, devoir repasser, c'est aussi une façon de se réapprivoiser le temps et vraiment se sentir bien. Ouais. Eh ben, franchement, j'espère que ça vous donnera envie d'aller découvrir ces stages. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo et dans l'article parce qu'il y en a plusieurs prochainement. Merci Martine de t'être prêtée au jeu de l'interview. Ça m'a fait super plaisir de te mettre en avant et tes réponses sont... franchement, ça m'emballe, quoi. Merci beaucoup, Marianne. Et j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt avec une nouvelle interview. Et n'hésitez pas à partager si vous avez aimé. Bye bye.